Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 37e soirée des Rendez-vous du Futur. Ces soirées toujours extraordinaires, toujours décalées, toujours décapantes. Ces soirées toujours parrainées évidemment par Joël de Ronet, notre tout premier invité, souvenez-vous, il y a quasiment 6 ans. Nous y reviendrons d'ailleurs sur ces 6 ans, puisque bientôt nous allons vous parler d'un festival que nous allons lancer mi-avril, le Festival des Rendez-vous du Futur, mais je vous en dirai plus peut-être tout à l'heure. Ce soir, nous allons parler d'initiatives créatives, d'initiatives enthousiasmantes, d'initiatives qui vont nous aider à jalonner notre chemin vers un monde plus solidaire, plus désirable, plus responsable. Ce sera d'abord dans le First, animé par Charlie et par Rémi. Et puis ce sera également dans le Rendez-vous du Futur, juste après, cette rencontre avec Cécile Renoir, qui est une économiste, ou alors une philosophe de l'économie, en tout cas quelqu'un qui sait ce que le mot éthique veut dire dans une société qui en manque cruellement. Ce soir, nous vous invitons à être, comme à l'accoutumée, des slasheurs. Vous devez, c'est une injonction que je vous envoie, vous devez suivre et participer, vous devez interpeller nos invités, vous devez poser vos questions, que ce soit ici, chez vous, derrière votre écran, ou ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Alors ici au Cube, vous devez faire voir ce que vous entendez, vous devez faire entendre ce que vous voyez grâce au hashtag RDVF, bien sûr. N'oubliez pas que cette émission, si vous la regardez et que nous ne sommes pas, quand vous la regardez le jeudi 18 février, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est vous souhaitez la bienvenue dans le replay, car cette émission est aussi faite pour rester durablement sur le site rendez-vous-du-futur.com, entre autres. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai envie de dire oui. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Charlie, à toi. Bonsoir à tous, nous sommes heureux avec Rémi de vous accueillir dans le First. Dans cette première partie des Rendez-vous du Futur, nous allons braquer le projecteur sur des actions créatives et positives, initiées par des changemakers, des acteurs du changement. Vous retrouverez ce soir les chroniques de Camille Ecologirl et de Laura, l'actu de la créativité avec Rémi et les coups de cœur du plateau. Tout cela à suivre en live derrière vos écrans et sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF. Alors ce soir, on va se poser une question tout au long de cette émission. Peut-on consommer ce que l'on veut, où l'on veut et au prix que l'on veut? Aurions-nous une responsabilité en tant que consommateur? On va essayer de se souvenir par exemple d'un événement moi, qui m'avait marqué. C'était en 2013. C'était l'effondrement d'un bâtiment à Dhaka, en Bangladesh, qui regroupait en fait des personnes qui travaillent dans le textile et qui avait fait plus de 1000 morts. Alors ça va attirer l'attention sur les conditions de travail des ouvriers bangladais. Les crises sanitaires régulières interpellent sur l'origine et le contenu des matières premières utilisées dans les plats alimentaires préparés. Dernièrement, la COP21 a été l'occasion d'alerter l'opinion publique sur l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Alors, quel est l'impact de ces alertes sur nos modes de consommation? Selon un rapport annuel publié en 2015 par l'Observatoire de la consommation responsable, il y aurait une prise de conscience des consommateurs. Plus de 8% de croissance sur les ventes du bio, plus de 29% sur le commerce équitable et plus de 30% sur la finance équitable. Alors nous accueillons en fait pour parler en fait de tous ces sujets notre invité ce soir qui est Baptiste Rabourdin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Baptiste a créé un certain nombre de sites web qui sont en lien avec cette question de la consommation responsable. Alors, je me tourne maintenant vers Rémi pour nous dresser le portrait de Baptiste. Oui, alors bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Donc effectivement, vous avez fait beaucoup de choses déjà dans votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation et après votre diplôme, vous vous orientez vers le mouvement qu'on appelle les objecteurs de croissance, qui, comme son nom l'indique, prône la décroissance et une certaine sobriété dans tous les domaines de la vie. Alors en 2006, vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale avec d'autres associés en créant une SCOP, une société coopérative et participative, dont le but est de rassembler et de rendre visible sur Internet l'éco-consommation, donc c'est-à-dire bio, sain, écologique, solidaire, équitable et aussi made in France. Vous créez donc avec votre SCOP le site EcoSapiens, qui est justement un site de portail d'achat éthique et responsable, et on va en reparler en détail juste après.
Alors en 2012, vous étendez la consommation responsable au tourisme et vous lancez toujours avec d'autres partenaires Via Sapiens, qui est un site entièrement dédié au tourisme responsable et qui propose notamment des offres d'hébergement écolabellisées et des prestations de loisirs doux. Alors vous êtes aussi, dans multiples casquettes, ambassadeur de Negawatt, qui est un organisme de formation, d'études et de recherche focalisé sur les problématiques de l'énergie et du développement durable. Et évidemment, on va aborder dans cette émission la question de la transition énergétique et de nos consommations d'énergie responsables. Vous animez aussi un blog qui parle notamment d'écologie et d'économie sociale et solidaire. Et puis, alors, dans votre bio officiel, on peut lire que vous élevez 2 poules et 2 enfants. Alors, ma première question, c'est qui le plus difficile à élever, les poules ou les enfants ? Pour le couchage, les poules sont beaucoup plus simples. Voilà, et vous avez des œufs frais. Alors, plus sérieusement, du coup, est-ce que vous pouvez on commence par EcoSapiens, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet et nous dire comment c'est né, quelle est l'origine du projet ? Oui, j'ai tendance à dire qu'on l'a un peu fait par dépit avec mon collègue Benjamin et notre associé, par défaut presque. C'est vrai qu'après le diplôme d'ingénieur, on n'était pas hyper attiré par les entreprises qui nous ouvraient comme ça les bras. Et donc, avec mon collègue qui était plutôt sur le commerce équitable, les valeurs sociales, humaines, moi qui étais plutôt sur des valeurs environnementales, on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire un portail qui rassemble, réunit, rend visible toutes ces alternatives. C'était en 2006. Voilà. Entre-temps, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant et l'éco-consommation a beaucoup changé. Encore une fois, nous, on est là pour mettre en avant des boutiques, des marques, des fabricants, des fois des artisans, mais pas forcément directement de vendre. Voilà, on a vocation à comparer aussi bien les prix, c'est important, c'est un des premiers critères pour passer à l'acte d'éco-consommation, mais aussi comparer les prix. Concrètement, est-ce que mon jean que j'achète, je veux qu'il soit équitable ou bio, ou les deux, ou made in France. Voilà. Alors ça, j'ai pas compris, ça permet en fait de comparer des produits ou de les acheter ou les deux? En fait, on renvoie vers des boutiques en ligne qui proposent des produits. Nous, on vend rien, on n'a pas de clients. On a des partenaires, des boutiques partenaires. Voilà, on est sur le modèle économique, on est sur ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on est rémunéré non pas sur du clic ou de l'affichage, qui sont des modèles plutôt publicitaires, mais sur des commissions, c'est-à-dire sur du partenariat un peu plus abouti. Voilà. Justement, quand vous choisissez les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, vous investiguez, vous regardez exactement leur mode de production? Oui, pour la sélection, alors effectivement, nous on a affaire plutôt à des boutiques en ligne qui, elles, référencent des marchands, des fabricants, des marques. Et c'est vrai que c'est toujours cette question pertinente de savoir comment on fait pour décréter que oui, ce produit est écolo, bio, équitable. Donc je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas le monopole de l'éthique. On a une sélection qui est à la fois objective et subjective. Pour la petite info, on a un algorithme qui permet effectivement de noter les produits qu'on référence, mais la note n'est pas affichée. Sur quoi on se base? On va se baser évidemment sur les labels qui existent. On a fait un petit classement justement sur les labels qui s'appellent les bons labels et les truands, pour dire voilà, ce label nous semble pipeau, celui-ci nous semble pertinent. Mais il y a d'autres choses. Et effectivement, on peut avoir des très très bonnes initiatives qui ne sont pas labellisées. Voilà, par exemple. Alors, j'ai une question en fait un petit peu peut-être sur la consommation responsable. Alors c'est quoi? Parce que si on reprend par exemple la grille de lecture par exemple, de votre site EcoSapiens, donc on peut classer entre guillemets en fait ces achats en fonction d'objectifs liés au côté bio, solidaire, équitable, local, local ou pas. Oui, on va dire nous c'est tout ce qui a une plus-value sociale ou environnementale. Sociale, on pense au commerce équitable, on pense à l'économie sociale et solidaire, de l'insertion, le handicap. Et on va dire dans la partie environnementale, on va être sur des produits bio, c'est-à-dire sans pesticides, ou des produits éco-conçus, c'est-à-dire qui permettent de réduire notre consommation d'eau, d'énergie, réduire les déchets, pour faire simple. Voilà. Quelle définition vous donnez, vous, à la consommation responsable? Parce que quand on lit, on dit c'est donner un sens éthique et une utilité sociale à l'acte d'achat. Donc ça responsabilise évidemment le consommateur. Voilà, il y a le mot responsable. C'est vrai qu'on a du mal à se mettre d'accord sur le terme qui ne soit pas le plus approprié. On va parler de nous d'éco-consommation, mais le terme de responsable, peut-être on voit plus à une dimension éthique, la responsabilité des grandes multinationales. Nous, dans éco-consommation, on englobe un peu tout. On va éviter Il y a aussi le terme citoyen, des fois, la consommation citoyenne, parce qu'effectivement, l'acte d'achat est un acte citoyen au même titre que l'élection ou même la finance. Voilà, on a tendance à dire que souvent, il y a peut-être plus de pouvoir d'achat. Finalement, nous, on renverse la dimension du pouvoir d'achat. Il y a un pouvoir dans le caddie ou dans le panier, comme il y a un pouvoir dans l'urne.
Et comment vous percevez en fait peut-être ce changement de position, cette prise de conscience en fait du consommateur? Parce qu'on voit aussi en fait d'autres acteurs, responsables ou citoyens, comme les AMAP ou la Ruche qui dit oui. L'objectif c'est de mettre en lien, de rapprocher, pas en lien, mais en tout cas de rapprocher le producteur, souvent local, et le consommateur. Il y a aussi ce que vous proposez. Est-ce que vous percevez vraiment on peut parler d'un boom ou d'un effet de mode? Est-ce que dans 5 ans, tout ça aura disparu? Pour l'anecdote, depuis qu'on a créé EcoSapiens, à chaque fois qu'on nous demande « Ah, mais du coup, le bio, ça marche vachement votre entreprise ?» Donc nous, on nuance un peu, on dit oui, c'est un peu comme les frites McCain, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais dans les actes, il n'y a pas beaucoup de gens qui en mangent, quoi. Oui, il y a un boom, il y a une progression. Ils avaient rappelé les chiffres sur la progression du commerce équitable et de la bio. J'ai tendance à rappeler qu'on part tellement de zéro qu'effectivement ça ne peut que progresser. Pour rappel, je crois que le commerce équitable c'est encore moins de 0,01% du commerce mondial. Donc ça progresse avec des hauts et des bas. On pourrait parler de la mode éthique qui a été un secteur qui a connu une grande crise malgré l'effet que vous avez rappelé par rapport au Rana Plaza. Donc oui, ça progresse. La bio progresse beaucoup plus vite par exemple que le commerce équitable. Mais on part de loin, voilà, pour résumer. Et alors cette question tout à l'heure, vous avez parlé en fait des labels. Alors est-ce que tous les labels se valent? Voilà, sur les étiquettes ou sur les sites, on voit beaucoup de choses entre des labels français, des labels européens. Sur votre site, il faut rappeler, vous avez un dossier qui s'appelle les bons labels et les truands. Donc vous n'y allez pas de main morte. Ouais, on a eu quelques mails un peu houleux avec certains certificateurs. C'est une jungle aujourd'hui, les labels. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Il y a tout le monde connaît le label AB, qui est quand même assez rigoureux, sérieux, même s'il a été un peu dévalué avec la mise aux normes européennes. Le label Max Havelaar, qui commence un peu à être attaqué pour différentes raisons, qui commence effectivement à baisser en exigence. Mais si vous voulez un truand, par exemple, je vais vous dire le label Rainforest Alliance qu'on voit parfois, c'est une petite grenouille qu'on voit sur certaines marques de café. On a tendance à dire éviter ce label, privilégier plutôt des labels comme Nature et Progrès. Voilà. Mais on peut effectivement vraiment classer les labels un peu du top jusqu'au bof. Et comment vous arrivez à déterminer ou à surveiller ou à contrôler le degré d'exigence d'un label? Alors d'abord, souvent les cahiers des charges, les chartes sont disponibles. Le mieux, c'est quand des fois des grosses multinationales se mettent ensemble d'accord pour créer un label autoproclamé. On a des exemples chez Leclerc ou chez certaines marques de nettoyants. Donc là, on est carrément dans le greenwashing, on peut appeler ça comme ça. Mais sinon, effectivement, sur des thématiques, par exemple sur le label MSC, sur les poissons, il y a des ONG qui font un travail d'enquête et qui font un peu un contre-pouvoir par rapport à la communication officielle de certains labels. Donc nous, on regarde un peu les deux. Voilà. Puis avec les salons, on rencontre des gens, on discute, on échange. Mais alors du coup, ça devient compliqué d'être un consommateur responsable. Parce que quand on va faire ses courses, si on peut pas se fier au label, c'est un petit peu compliqué pour nous. Et la question que j'ai très basique, par exemple, alors on connaît les Biocoop et tous les magasins bio. Donc est-ce que quand moi je vais faire mes courses à la Biocoop, est-ce que je peux acheter les produits les yeux fermés, sachant est-ce qu'il y a une sélection avant? Est-ce que ça c'est un acte de consommateur responsable? Bon, chez Biocoop, la réponse est oui. Je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Il y a quand même un haut degré d'exigence. Oui, effectivement, être un consommateur éclairé, citoyen, responsable, c'est compliqué pour plein de raisons. Effectivement, il faut s'y repérer par rapport aux labels, les marques. Éco-Vert, qui est une marque réputée écologique. Quand on creuse un peu, ça pose aussi des questions. Donc, voilà, il faut être spécialiste. Et en même temps, évidemment, que notre but, c'est de ne pas faire en sorte que tout le monde devienne spécialiste. On voudrait que, plutôt que tout le monde ait des bonnes pratiques, de manière à ce qu'on ait moins à se poser ces questions-là. Merci Baptiste. On va du coup faire un lien avec la chronique de Camille Ecologirl qui va nous parler de supermarchés particuliers. Donc tout de suite, la chronique de Camille Ecologirl. Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Pour reprendre le pouvoir sur votre alimentation, que diriez-vous de devenir tous ensemble patron d'un supermarché indépendant? C'est le credo des supermarchés coopératifs qui essaiment un peu partout dans le monde depuis ces derniers mois. Le premier a vu le jour il y a 43 ans déjà à New York. L'idée est de réunir des citoyens motivés par l'envie de manger mieux à moindre coût. Pour cela, chaque coopérateur donne 3 heures de son temps au magasin pour l'aider dans son fonctionnement. Mise en rayon, caisse, manutention, ménage et même garder les enfants des coopérateurs qui font leurs courses. La baisse des charges du magasin se répercute automatiquement sur les prix pratiqués.
ce qui permet d'avoir des produits de grande qualité, bio et locaux, pour un prix 30 à 40% moins cher que dans le commerce normal. Le premier supermarché coopératif ouvrira ses portes cet été à Paris et il existe actuellement une dizaine de projets partout en France, à Lille, Amiens, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Alors si vous souhaitez redevenir acteur de votre consommation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à Camille pour cet éclairage et sur une action créative positive. Alors on a parlé d'alimentaire, de cosmétiques. On pourrait peut-être parler aussi de tourisme, je crois, puisque Baptiste, vous avez aussi créé un site qui s'appelle Via Sapiens et qui a vocation là aussi à sensibiliser. Alors là, de quoi il s'agit? C'est encore un comparateur? Exactement, le même esprit de dire on veut rassembler tout ce qui existe pour dire regardez comme c'est diversifié, comme il y a plein de belles alternatives. On a un peu le même objectif que vous finalement, de montrer tout ce qui est positif en France. Donc il y a plein d'initiatives sur la consommation et aussi sur le tourisme. Alors Via Sapiens, c'est un portail qui s'occupe que du tourisme, on va dire solidaire ou tourisme responsable. Encore une fois, problématique d'adjectif, mais qu'en France. On ne va pas s'occuper des destinations à l'étranger. L'idée, pareil, c'est de rassembler à la fois des hébergements et des activités qui ont une plus-value sociale et environnementale sur les mêmes critères. Donc, est-ce que c'est une ferme bio qui accueille? Quelle est pour la politique par rapport à la problématique du handicap? Est-ce qu'on favorise les circuits courts sur les activités évidemment non motorisées? Voilà, on rassemble et puis voilà, on essaye que les gens s'y repèrent en pouvant vraiment créer. Je veux aller à tel endroit, je voudrais. Ça peut aller même jusqu'à ce que les animaux soient acceptés. Est-ce qu'il n'y a pas de Wi-Fi? Enfin voilà, plein de petits critères. Des choses très pratiques et puis donc il y a référencé à la fois en fait des hôtels, des centres d'hébergement, des restaurants, exactement, un peu tout. Sachant que quand même, je dois nuancer, ce projet on l'a lancé il y a 1 an et demi et c'est un peu un échec malgré tout. On n'a pas pu aboutir. J'aime bien, vu que je suis entrepreneur, parler aussi des échecs, c'est important. Et donc on a ouvert finalement ce portail sur 3 régions, Provence, Rhône-Alpes et les 2 Normandies. Et parce qu'au bout d'un moment, on n'avait plus de financement. On cherchait des financements. On a commencé le projet avec de l'open data et puis on n'avait plus de financement. Donc on n'a pas pu ouvrir les autres régions. Et pourtant, vous avez reçu des prix pour ce projet. Le prix d'innovation de l'Essonne, le prix en PACA également. Tout à fait. Et du coup, c'est quand même un projet qui continue. C'est un projet qui continue, qui attend en fait plus ou moins de retrouver... On lance un appel ce soir. Mais le site est fonctionnel et je sais que des gens l'utilisent. Donc, voilà. Et alors, on va justement maintenant parler d'énergie, de consommation d'énergie, de transition énergétique, puisque vous êtes, donc, on l'a dit, ambassadeur de Negawatt. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Negawatt, puisque pour savoir ce que c'est une association qui regroupe plus de 1000 adhérents et qui a là justement réédité un manifeste pendant la COP21. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est une super association, vraiment, qui a pareil une dizaine d'années, une quinzaine d'années même. Le but, c'est de faire un scénario énergétique. Mais un scénario énergétique crédible. C'est-à-dire sur 40 ans, on imagine comment est-ce qu'on remplit les objectifs, le fameux moins 20% de gaz à effet de serre, enfin les objectifs qu'on connaît tous sur les enjeux à la fois de ressources naturelles, sortir des fossiles en gros, mais aussi donc de gaz à effet de serre, et enfin aussi de sortir du nucléaire. C'est enfin un peu les 3 impératifs, puisque pour Negawatt, le nucléaire n'est pas considéré comme étant une énergie durable. Et en fait, c'est un scénario qui est extrêmement documenté. Il y a à peu près 1 million de données de la consommation des lave-linges, la population évidemment de la France, etc. L'isolation des bâtiments. Il y a beaucoup de thermiciens au départ. Et ça fait vraiment quelque chose de très très précis, très sérieux. Et surtout, j'insiste, sans hypothèse de rupture technologique. Donc c'est un scénario qui est crédible, qui est applicable et qui remplit les objectifs. Voilà. Sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Et vous l'avez dit, un scénario sur combien d'années? 40 ans. 40 ans. Voilà. Ça consiste en quoi d'être ambassadeur de Negawatt? C'est que vous avez un porte-voix et vous en fait, c'est une association qui n'avait pas vocation à intervenir en grand public au départ et qui était plutôt pour faire du lobbying sur les réglementations thermiques, par exemple. Mais après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un regain d'intérêt pour ces questions d'énergie en France. Et donc, il y a eu beaucoup de demandes d'intervention et donc ils ont autorisé un système. Et on est 20 ambassadeurs en France à pouvoir présenter le scénario à des collectivités, des syndicats, des associations, etc. Et juste du coup, vous l'avez présenté à la COP21. Alors ça a été présenté pas par moi, mais effectivement par quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, j'ai présenté récemment au conseil départemental du Val-de-Marne, par exemple. Voilà. Alors justement, on a parlé de manger bio, sain, local, de voyager éthique, d'utiliser des énergies propres, mais on se dit que tout ça coûte cher, y compris pour le consommateur. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que être un consommateur responsable, c'est à la portée de tous? Est-ce que
tout le monde? Est-ce que c'est pas pour une certaine catégorie de personnes qui a un petit peu on va dire les moyens les pouvoirs d'achat de se permettre d'être un consommateur responsable? Ou est-ce que c'est un faux débat? Non, il ne faut pas être hypocrite sur cette question. C'est sûr que faire ses courses chez Biocop, que vous avez mentionné, c'est plus cher. On a beaucoup d'arguments, nous, qui sont présents sur le site, et on n'est pas les premiers à les avoir évoqués, pour démontrer qu'au final, ce n'est pas forcément plus cher. Quand les objets durent plus longtemps, on en rachète moins, par exemple. On considère que si on mange sain, on sera peut-être moins malade, donc on aura moins de dépenses de santé. On peut arriver un peu à justifier le fait qu'au final, dans la durée, c'est moins cher. Maintenant, il n'y a pas que... nous, on a une position paradoxale chez EcoSapiens, c'est qu'on est les premiers à dire d'abord consommer moins, même si notre modèle économique est basé sur plus de consommation. Mais voilà, d'abord consommer moins, donc déjà ça coûte moins cher quand on consomme moins. Et puis éventuellement après, il y a le réemploi, c'est-à-dire pour les vêtements, c'est peut-être avant tout récupérer des vêtements dans des friperies et éventuellement, si on doit acheter des vêtements neufs, privilégier des filières bio-équitables qui sont plus chères. Ce qu'il faut changer, c'est nos habitudes. Exactement, c'est beaucoup plus une question d'organisation. Si vous voulez une anecdote, sur les couches lavables, qui est un vrai sujet dans l'éco-consommation, on s'aperçoit que c'est pas forcément les gens les plus engagés dans l'environnement qui parviennent à aller jusqu'au bout de ce sacerdoce, mais des fois les gens les plus organisés, parce que c'est une autre habitude. Il y a une logistique pour s'occuper par exemple des couches lavables. Donc voilà, on peut être très militant et puis des fois lâcher un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une récupération ou pas par les grands groupes industriels de l'image responsable, en tout cas soucieuse, au moins en fait de l'environnement? Est-ce que ça peut pas fausser aussi les messages auprès des consommateurs? Oui, et surtout j'ajoute qu'en ce moment on voit passer des pubs qui surfent totalement sur ces valeurs-là, d'éthique, de responsabilité, de citoyenneté, des pubs pour des grands groupes, de grande distribution, et même des fois elles passent au cinéma, on entend des ouh comme ça dans la salle. Et je rejoins tout à fait la question de Charles-Antoine. Est-ce que cette mode comme ça de l'éthique, du bio, il n'y a pas une récupération et qui finalement on va aller vers une perversion de ces notions-là? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de greenwashing actuellement que depuis que je m'intéresse à ces questions. Je l'ai observé un peu plus sur le secteur bancaire qui, d'un seul coup, redécouvre des questionnements de coopérative ou d'éthique. Effectivement, le milieu bancaire recommunique sur ces sujets-là alors que des fois, ils ne sont pas forcément légitimes. Voilà, le greenwashing, pour moi, il a toujours existé. Il n'y a pas de raison qu'il diminue. À nous, encore une fois, faire ce travail de pédagogie, pour arriver à démêler le vrai du faux. Merci. On va faire un petit break avec cette fois-ci une chronique de Laura Beaubois pour une autre action créative positive. Là, elle va nous faire voyager. À toi, Laura, pour l'action créative positive. Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Ce soir, je vous embarque du côté de San Sébastien, en Espagne, qui est en 2016 la capitale européenne de la culture. Après les événements tragiques survenus à Paris l'année dernière, la crise des migrants qui secoue encore l'Europe, mais aussi tout ce passé douloureux rythmé par la violence politique à San Sébastien, la ville espagnole propose cette année une programmation culturelle autour du vivre ensemble, de l'harmonie des populations, de la paix. C'est près de 1000 artistes, collectifs, compagnies qui proposent plus de 500 spectacles, des expositions autour de cet esprit de vivre ensemble. Alors San Sébastien est une station balnéaire très prisée qui accueille chaque année un festival international du film, qui est très connu également pour ses mets gastronomiques succulents. Alors précipitez-vous tout de suite sur le programme proposé qui promet d'être riche en échanges et en culture. Merci Laura, en fait, qui nous ouvre le sujet. On pourrait continuer sur un autre sujet, sur l'art. Est-il responsable ou pas? Je sens que ce serait une question, en fait, que tu pourrais te poser, Rémi. Je pense que ça te plairait. On va se la poser même. Mais je crois que là, tu avais une autre question que tu t'es posée, qu'on va écouter, en fait, dans la chronique de l'actu de la créativité avec toi.
Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle. On va tout de suite enchaîner. On y va. Oui, oui. On y va. Suite. Non, mais Alors, justement, on vient d'en parler. Être un consommateur responsable, c'est compliqué parce que justement, les industriels nous aident pas à lire les étiquettes, à voir clairement ce qu'on mange, qu'il y a dans les produits. Et alors, tu sais, c'est quand on essaie de décrypter là les noms qu'un peut-être un thésard en biochimie réussit à comprendre, mais nous, on les voit pas encore 4. Alors du coup, peut-être que ce calvaire des étiquetages est peut-être bientôt fini avec un projet collaboratif qui s'appelle Open Food Fact et qui propose aux citoyens de créer une base de données mondiale qui est libre, ouverte et qui va référencer tous les produits alimentaires, mais surtout référencer tout ce que les produits alimentaires comportent d'une façon très simple. En fait, c'est un petit peu une sorte de Wikipédia des produits alimentaires, comme le qualifie son créateur, Stéphane Gigandet. Et ça marche comment ? Eh ben voilà, je vais te dire, c'est très simple. Alors, tu télécharges l'application, hein, donc Open Food Fact. Ensuite, tu scannes le code barre et là, tu as tout on va dire, passer au scanner les ingrédients de ta bouteille de ketchup ou de tes céréales. Et puis, en 2 secondes, donc, tu obtiens vraiment une carte entière. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, tu as aussi un système de notation très simple, très clair, vraiment explicite, avec des couleurs hein, qui vont du vert quand c'est très bien au rouge quand c'est pas super, et puis avec la lettre A jusqu'à la lettre E. Donc si jamais, par exemple, le produit n'est pas référencé dans la base de données, eh ben toi, tu peux le référencer. Donc tu fais une photo, tu mets tous les ingrédients que ça comporte, et cette base de données, cette note nutritionnelle simplifiée, comme on l'appelle, va te calculer automatiquement la note et la couleur de ton ingrédient. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que l'association donc Open Food Fact a travaillé avec un professeur, le professeur Serge Esberg, qui est donc professeur de nutrition à l'université Paris 13 INSERM, et donc justement pour intégrer, c'est lui qui a créé ce système de notes nutritionnelles simplifiées, et donc c'est intégré au moteur de recherche de Open Food Fact. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir justement de voir la réaction des industriels, puisque eux, ils n'ont pas envie de se retrouver avec un gros point rouge, surtout quand tu vantes un produit bio ou éthique, soi-disant. Et justement, donc ils en veulent pas. Ils ont fait un lobby par rapport à cette note simplifiée. Et pourtant, tu le sais ou tu le sais peut-être pas, ce principe d'une étiquette nutritionnelle simplifiée a été adopté par la loi de modernisation de notre système de santé, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a été confirmée par le Haut Conseil à la santé publique en 2015. Donc, ce qui est marrant, c'est de se demander finalement à quoi ça sert justement de se poser la question de savoir à quoi ça sert, de mettre accessible la quantité de glucides, la quantité de sucre ou d'additifs dans un produit. Tout ça, en fait, c'est sur la qualité nutritionnelle des produits. Ça calcule, ça montre combien il y a de sucre, de gras, d'acides saturés, d'additifs. Mais alors, oui, pourquoi mettre ça en avant ? Eh ben justement, c'est pour si tu le compares au système de notation énergétique des frigos ou des machines à laver, donc tu as très énergique, le E, le E ou moins énergique le A. Ça va pas tant changer que ça le mode de consommation, mais ça va changer chez les industriels parce que eux justement ils ne veulent pas avoir le rond rouge, mais ils veulent avoir du vert, donc ils vont changer leur production, leur fabrication. Donc ça c'est ce qui s'est passé pour les industriels des lave-linges et autres, et on peut se dire que ça peut arriver dans l'alimentaire. Donc c'est vraiment positif. D'ailleurs, je finis en disant que le fondateur, Stéphane Gigandet, et toute son équipe, qui sont des bénévoles, eux ne souhaitent pas lancer des opérations de boycott ni de lobbying. Ce qu'ils veulent, c'est surtout faire bouger les lignes par rapport à ça et changer les comportements du simple fait de rendre accessibles ces informations qu'on ne voit jamais, qu'on n'arrive jamais à décrypter au dos. Alors, Open Food Fact, c'est quoi ? C'est 66 000 produits référencés à travers plusieurs pays, donc ça c'est super, et c'est une base de données qui ne cesse de grandir puisque en tant que citoyen, on peut nous-mêmes, si le produit n'est pas référencé, le mettre dans cette base de données. Et là, ils viennent d'ouvrir aussi cette base de données au monde du cosmétique, puisqu'on ne sait aussi jamais ce qu'il y a dans les rouges à lèvres ou autres produits de beauté. Et bien là, on va pouvoir faire exactement la même chose. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est camarades de la transparence alimentaire et cosmétique, sortez vos smartphones et puis libérons la donnée alimentaire et cosmétique. Merci Rémi pour cette chronique. Baptiste, vous en aviez entendu parler de cette démarche ? Plus qu'entendu parler, Stéphane est un ami. Il est sociétaire de la coopérative EcoSapiens. Et la petite anecdote, c'est que quand il a lancé Open Food Facts, on lui a dit que nous, on travaillait sur un Open Beauty Facts. Et donc, on a un peu contribué à faire ce genre d'algorithme. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, en fait, des projets un peu du numérique pour nous aider à consommer.
Vous avez bien rappelé la contradiction qu'il y a entre le lobbying d'un côté et les consommateurs. Moi, je voudrais rappeler, il y a quand même eu des projets qui ont vraiment complètement foiré en quelque sorte. Il y a eu un projet dont on a beaucoup parlé, qui a levé beaucoup d'argent, qui s'appelait Noteo, mais qui n'a pas duré longtemps. Mais ce que je trouve bien dans cette initiative, c'est qu'elle est effectivement pas du tout elle est très objective. C'est-à-dire, on peut y aller pour dire est-ce que je veux de l'huile de palme ou pas, du gluten ou pas du gluten, tel ou type d'additif. Donc c'est vraiment une banque de données crowdsourcée. Enfin, c'est vraiment chacun contribue. Et puis, c'est du Wikipédia comme on l'aime, quoi. Et moi, je l'ai testé. Ça marche super bien. J'ai testé sur mes céréales bio. Du coup, je vais changer de céréales. Non, mais c'est vrai. Parce qu'elles sont peut-être bio, mais au niveau nutritionnel... En fait, au niveau nutritionnel, elles ont plein de gras, elles ont plein de sucre et on s'en rend pas compte. Ah, c'est pas le tout de manger bio. Merci beaucoup. En fait, cette émission va toucher à sa fin. Avant ça, en fait, on va faire un petit tour de table. Des coups de cœur que vous souhaitez partager avec les internautes qui nous regardent. Qui veut commencer, Baptiste ou Rémi? Un coup de cœur? Allez-y, Baptiste, l'invité. Alors, vous savez, moi, mon coup de cœur en ce moment, c'est un anthropologue américain qui est un petit peu connu maintenant, qui s'appelle David Graeber, qui a beaucoup écrit sur la notion de dette. Un magnifique livre qui s'appelle 5 millions de dettes. Et en fait, je suis en train de lire le nouveau, que j'ai acheté un peu en me disant ça va pas être terrible, ça s'appelle Bureaucratie. Et c'est passionnant. Et en fait, je sais qu'il est un peu connu, il n'a pas forcément besoin de publicité, mais c'est quelqu'un qui, vraiment, je pense, sera un des grands penseurs des décennies qui viennent, parce que c'est toujours agréable quand un anthropologue parle d'économie plutôt qu'un économiste qui parle d'économie. Voilà. Merci pour ce coup de cœur, Baptiste. Et Rémi, à toi? Alors moi, mon coup de cœur, c'est le livre de Bénédicte Magnier, donc Made in India, qui est publié aux éditions Première Parallèle. Alors Bénédicte Magnier, on la connaît, elle a écrit un best-seller qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles. Et puis, c'est une spécialiste de l'Inde. Et en fait, ce qui est génial dans ce livre, qui s'attache plutôt à toutes les actions positives qui sont faites en Inde dans le domaine écologique et médical, c'est que ça prend le contre-pied de l'image qu'on peut avoir de l'Inde. Mais surtout, elle révèle à quel point c'est un laboratoire pour notre planète. C'est-à-dire que si on réussit à trouver les solutions en Inde, on pourra les appliquer à peu près partout, alors en les adaptant évidemment, mais c'est un livre assez génial qui se lit vraiment comme un petit roman. On suit Bénédicte Magnier dans son périple à travers les régions, et c'est super. Et j'en profite juste parce que c'est en écho. Il faut aussi aller voir le film de Cyril Dion, Mélanie Laurent, Demain, puisque ça évoque aussi des solutions pour l'avenir. Voilà. Donc en fait, il y en avait deux coups de cœur. Ouais, il y en a toujours un peu deux. Eh bien, moi, je vais vous partager en fait avec vous un coup de cœur plus léger, un coup de cœur musical pour changer. D'un vinyle d'un artiste qui s'appelle Matthew Halsall, en fait, qui est trompettiste et qui là en fait a conduit et produit en fait ce disque que l'on écoute en ce moment. Très belle production, assez jazz, très bien léché, avec un son un peu à la Giles Peterson. Un très belle découverte au hasard dans les bacs. Eh bien écoutez, cette émission touche à sa fin pour cette première partie des Rendez-vous du Futur. Merci d'avoir interagi sur les réseaux sociaux et merci à toute l'équipe, à JT Carré, Triple C, au Cube, au Digital Society Forum, aux étudiants des Gobelins qui étaient présents pendant cette émission pour assister, interagir et nous donner leur regard, parce que dans quelques mois, nous allons vous proposer une surprise, #teasing. Merci beaucoup à Baptiste d'avoir été avec nous ce soir et je vous donne rendez-vous sur les sites pour retrouver cette émission. Et puis aussi au Cube, puisque très prochainement, un ID Lab sera proposé, un atelier, pas interactif, parce que ce sera un vrai atelier avec des vrais gens. Il n'y aura rien de numérique, il y aura juste la lumière électrique et des post-it et des feutres. Ce sera mardi 23 février à 18h30 au Cube pour réfléchir à la conception d'une structure qui mettrait en avant les producteurs locaux. Voilà, je ne sais pas si on est encore dans le responsable, mais en tout cas, on n'est pas très loin. Merci beaucoup, bonne soirée. Éloi, à toi pour cette deuxième partie de l'émission des Rendez-vous du Futur. Merci beaucoup, Charlie. Alors c'est marrant, parce que là, on a l'impression qu'on est dans deux pièces différentes, nous sommes à 2 mètres. Et c'est juste pour la petite anecdote. Merci beaucoup, Charlie. Merci, il y a une foultitude d'informations. Vous avez bien noté donc l'ID Lab le 23 février. Vous avez noté le #teasing. Donc, j'en profite, je consolide, je solidifie les félicitations et les remerciements par avance aux Gobelins. Merci beaucoup. Et je vous demande juste de rester peut-être 2 petites minutes
de vous rester connecté, vous restez là, ou alors vous faites une petite pause, mais vous revenez. 2 petites minutes, c'est l'occasion d'une petite pause technique, mais c'est l'occasion aussi de vous replonger, c'est ce que nous vous proposons pendant 2 minutes, vous replonger dans ce qui a fait le sel de la dernière émission, la 36e émission des Rendez-vous du Futur, une émission placée sous le signe de la COP21. On se retrouve dans 2 minutes, à tout de suite.